Nathalie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Quel plaisir de vous recevoir. Je vous remercie. Recevoir une collègue d'un des services pionniers de ce que vous allez nous parler et élève de celui qui a posé le problème dans la médecine, dans la psychiatrie, Philippe Jamet. C'est un grand honneur de vous recevoir. Vous avez la parole. Merci, professeur Hervé. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de troubles des conduites alimentaires. Alors, c'est un sujet qui apparaît parfois un peu, un peu trouble à beaucoup de gens qui ont du mal à situer les choses et à comprendre ce que sont ces troubles. Très souvent, les psychiatres pensent que c'est un peu un mouton à 5 pattes de la psychiatrie et à l'inverse, les médecins somaticiens trouvent que ce sont des troubles psychiatriques et que c'est compliqué de pouvoir les prendre en charge. Ce que je vous propose, c'est de passer de la théorie à la pratique clinique, c'est-à-dire de nous appuyer sur la littérature internationale et de pouvoir voir comment la clinique, la recherche clinique s'intrique et comment les connaissances ont évolué sur ces 20 dernières années, sur la compréhension de ces troubles, mais aussi leur accompagnement. Je vais aussi profiter du fait d'avoir devant nous aujourd'hui des étudiants en médecine qui vont bientôt passer la barrière et arriver vers l'internat pour faire un peu de publicité et leur proposer de choisir la psychiatrie, qui est une discipline d'avenir et qui, comme cette campagne qui a été créée par mes collègues, est une discipline qui sauve des vies. Et j'espère que je vous en convaincrai aujourd'hui. Alors, il y a plein d'idées reçues sur la psychiatrie, et en particulier sur les troubles des conduites alimentaires. J'ai sorti des photos qui sont utilisées dans une campagne qui a eu lieu tous les ans sur une journée qui est une journée mondiale de promotion des connaissances sur les troubles des conduites alimentaires. Et ce sont des idées qui ont été sorties des patients. C'est-à-dire, ce sont les patients qui nous ont proposé de démonter ces mythes. Alors, je vais essayer de démonter avec vous quelques mythes, de vous présenter ces troubles des conduites alimentaires, et on va essayer de cheminer ensemble en partant de ce que peut-être aurait dû nous présenter notre collègue anglaise, c'est-à-dire en partant de l'alimentation. Vous savez que l'alimentation, c'est un besoin qui est un besoin vital pour notre organisme. Il permet de synthétiser les constituants de l'organisme, il permet la croissance et l'entretien de l'organisme, il permet les dépenses énergétiques, il permet de constituer des réserves, mais c'est aussi un élément de plaisir qui est limité par les règles sociales, les règles religieuses, et c'est un support dès notre naissance, dès nos premières heures, du lien social. C'est un support du lien social au sein de notre famille, quand on va grandir, puisqu'on a des repas de famille, avec nos amis, nos copains, avec qui on va partager des moments autour de l'alimentation. Ça devient ultérieurement des repas professionnels. Donc si on perturbe l'alimentation ou le rapport à l'alimentation, tous ces éléments vont être perturbés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comportement alimentaire, il est sous une régulation au niveau du système nerveux central qui est complexe et qui associe des éléments de régulation de la faim et de la satiété. Il y a de nombreux neuromédiateurs, mais par ailleurs, dans notre vie de tous les jours, notre alimentation va être fonction de beaucoup d'éléments. Elle va être fonction de nos besoins au niveau corporel, de notre génétique. Par exemple, est-ce que vous savez que certains d'entre nous aiment ou n'aiment pas les choux de Bruxelles? Oui, vous le savez. Mais est-ce que vous savez que c'est lié à une enzyme et à l'expression ou non de cette enzyme? Est-ce que vous savez que notre alimentation aussi est liée à notre envie, au plaisir? Est-ce que je prends ce petit carré de chocolat pour me faire plaisir, par exemple? Au stimuli extérieur, vous êtes tous passés devant une boulangerie qui sentait bon. Et à ce moment-là, vous avez eu envie de manger un croissant. Des habitudes et des horaires. Si vous mangez toujours à la même heure, vous avez faim toujours à la même heure. Je dirais, du contexte dans lequel vous avez grandi, au sens social ou religieux, de votre éducation, de votre volonté aussi. J'ai pas très faim, mais il vaut mieux que je mange parce que sinon, ça va être compliqué. Mais aussi, et alors là, je vais vous demander tous d'être extrêmement spontanés et de répondre à ma question en levant la main dès que je l'aurai posée, sans réfléchir. Qui parmi vous, quand vous êtes stressé, va avoir l'appétit coupé? Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Qui parmi vous, quand vous êtes stressé, va manger plus, grignoter? Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Et qui parmi vous va être indifférent à cette situation-là en cas de stress? Merci. Vous êtes représentatif de la population générale. Et il y a beaucoup de publications qui témoignent de cela. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux pour cette réponse au stress en ce qui concerne l'alimentation. Et il y a un lien important entre stress, anxiété, émotions négatives et alimentation. C'est important de le savoir.
Alors, pour mes collègues psychiatres qui me disent toujours que les troubles des conduites alimentaires sont des troubles très particuliers et qu'on ne comprend pas très bien qui ils sont, si on réfléchit et qu'on pense à la dépression, par exemple, vous avez appris la clinique de la dépression. Il y a, dans la plupart des situations de dépression, une perte de l'appétit qu'on appelle une anorexie, au sens perte de l'appétit. Mais on connaît ces dépressions atypiques dans lesquelles certaines personnes mangent plus que d'habitude. Et puis, je pourrais vous dérouler comme ça tous les troubles psychiatriques et vous montrer qu'il y a une intrication entre ces perturbations émotionnelles, ces troubles psychiatriques, et l'alimentation. La littérature nous montre que stress, anxiété et émotions négatives sont aussi liées au développement des troubles des conduites alimentaires ou à leur existence. On avait pu le montrer dans mon équipe en collaborant avec une équipe canadienne sur des données transversales sur des jeunes de 16 ans chez qui l'existence d'éléments anxieux était très associée à des perturbations du comportement alimentaire. Et des collègues qui ont fait une revue de la littérature internationale, ont montré qu'en fait, avant que n'existent en population générale des troubles des conduites alimentaires, c'est-à-dire une situation pathologique, préexistaient des perturbations très tôt dans la vie, qui sont des perturbations qui sont liées ou à l'alimentation ou à l'activité physique, mais aussi à l'anxiété et à la dépression. Donc vous voyez, ces troubles des conduites alimentaires, ces perturbations de l'alimentation, elles vont nous conduire depuis un comportement normal jusqu'à un comportement pathologique. Ce comportement, quand est-ce qu'il devient pathologique? C'est toujours la même question en médecine. Quand est-ce qu'on passe de cette situation de norme à une situation qui fait souffrir l'individu, qui met en danger sa santé globale, physique, psychologique et sociale, qui menace sa vie à court ou à long terme? Eh bien, c'est quand on franchit cette limite qu'on entre dans le pathologique. Eh bien, il faut savoir que la période per-Covid et post-Covid a été une source de stress majeur. On le sait beaucoup. Elle l'a été pour vous en tant qu'étudiant en médecine et j'aime beaucoup cette bande dessinée qui témoigne de l'un d'entre vous qui a traversé toute la désorganisation de nos services et tout ce que ça a pu causer comme stress dans son parcours à lui et qui a d'ailleurs questionné son investissement des études de médecine. Ce que l'on sait, ce qui s'est passé pendant cette période de Covid, c'est que ce stress, il a énormément augmenté, il a été très important et on récupère aujourd'hui une situation où anxiété et dépression, on le dit tous les jours dans les médias, ont énormément augmenté chez les jeunes, chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Mais on sait aussi qu'en parallèle, les troubles des conduites alimentaires ont augmenté. Ils ont augmenté en sévérité et ils ont augmenté en termes d'incidence, à tel point qu'ils saturent aujourd'hui nos filières de soins et que nous avons du mal à répondre à la demande. Alors, je vous propose de balayer successivement, qu'est-ce que c'est finalement que ces troubles des conduites alimentaires? Vous donner quelques éléments d'épidémiologie, mais surtout m'attarder sur ce qui est toujours assez mal compris, c'est finalement qu'est-ce que sont ces troubles des conduites alimentaires? Comment aujourd'hui on les comprend? Quels sont nos modèles de compréhension? Et en conséquence, comment on les traite? Alors, ces troubles des conduites alimentaires, si on prend une définition qui est une définition internationale, qui est une définition qui est plus appliquée à la recherche généralement qu'à la clinique, mais qui permet de cadrer les choses, ce sont déjà, premièrement, des troubles psychiatriques. Les symptômes clés de ces troubles sont des perturbations de l'alimentation, avec des excès, des insuffisances, ou des comportements aberrants qui entraînent un mode de consommation pathologique ou une absorption de nourriture délétère pour la santé physique, le fonctionnement social, qui sont associés plus ou moins à des perturbations du schéma corporel et qui retentissent globalement sur la santé et non pas d'étiologie organique. Je voudrais préciser que l'obésité n'est pas un trouble des conduites alimentaires. Cette confusion est souvent faite même en médecine. L'obésité est définie par un état nutritionnel qui est celle qui est caractérisée par un IMC qui est supérieur à 30. C'est donc une définition qui est somatique, morphologique, alors que les troubles des conduites alimentaires, je viens de vous les définir. Il y a un overlap partiel entre troubles des conduites alimentaires et troubles nutritionnels. Dans l'anorexie mentale, on va trouver de la dénutrition, parfois dans la boulimie aussi, et dans l'hyperphagie boulimique, on peut trouver une obésité ou un surpoids. Mais les deux termes ne sont pas équivalents. Les principaux troubles des conduites alimentaires sont les troubles que j'ai soulignés sur cette diapositive. Le picalméricide sont plus des symptômes sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Il faut savoir que l'histoire de ces troubles est très variable. Le premier qu'on a connu, c'est l'anorexie mentale. Elle a été décrite dès le 19e siècle. On l'a nommée au 19e siècle. Le deuxième trouble qui a été décrit, c'est la boulimie nerveuse. Elle a été définie par le professeur Russell qu'en 1979. En ce qui concerne les deux derniers, l'hyperphagie boulimique
et le trouble de l'alimentation avec restriction ou évitement, que j'appellerais ARFID par, je dirais, solution de simplification dans mon exposé, qui sont les initiales du trouble en anglais, n'ont été décrits qu'en 2012. Ces troubles se sont individualisés, le premier, l'ARFID, de l'anorexie mentale, et le deuxième, de la boulimie. Ces troubles s'individualisent progressivement avec la description de trajectoires et de développement de troubles et de pronostics qui sont différents, avec des conséquences différentes. Ces troubles des conduites alimentaires, ils sont de deux types, ou plutôt restrictifs majoritairement, ou plutôt avec excès. Dans la restriction, on va retrouver l'anorexie mentale, qui est une perte de poids ou une absence de prise de poids, qui peut être associée à des crises de boulimie dans certaines situations, et où il va y avoir des stratégies de contrôle de poids qui vont permettre à la personne, par restriction ou par hyperactivité ou par crise de boulimie, de ne pas prendre du poids. Le poids est généralement bas dans l'anorexie mentale. Les troubles de restriction d'évitement de l'ingestion d'aliments, eux, ont grosso modo les mêmes caractéristiques, sauf qu'ils n'ont qu'une insuffisance d'apport et que par ailleurs, ils ne sont pas associés, contrairement à l'anorexie mentale et à la boulimie, à des troubles de perception de l'image du corps. La boulimie, ce sont des crises de boulimie, c'est-à-dire une absorption d'une quantité de nourriture extrêmement importante dans un temps limité, qui est associée à une perte de contrôle de l'alimentation et qui va, dans le cadre de la boulimie nerveuse, être associée à des stratégies de contrôle de poids, ce qui fait que généralement les gens ne sont pas en situation de surpoids. Dans l'hyperphagie boulimique, on a ces crises de boulimie, non associées à des stratégies de contrôle de poids, avec différents critères qui sont associés aussi, et en particulier le fait de manger jusqu'à ne plus pouvoir manger. C'est quelque chose de très physique. Et puis, il y a une prise de poids qui va être extrêmement importante. Ces troubles débutent généralement assez précocement dans la vie, le plus souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Schématiquement, je vous le disais, dans l'anorexie mentale, on est plutôt à poids bas. Dans la boulimie, un poids normal, et dans l'hyperphagie boulimique, avec un surpoids. Cependant, ce que l'on sait aujourd'hui, alors que l'on a initialement décrit ces troubles comme des entités séparées, c'est qu'il existe au cours de la vie des sujets des passages d'un de ces troubles à l'autre, et que les personnes fluctuent souvent d'un trouble à un autre. Ce trouble de restriction ou d'évitement de l'aliment, j'ai mis sa définition parce qu'il est plus mal connu. Il regroupe des troubles variés, comme par exemple l'hématophobie, ou des troubles où les personnes n'arrivent pas à se nourrir. Je ferai allusion à une vieille nomenclature qui était l'énanisme psychogène, par exemple. C'est-à-dire des intrications entre des situations où l'alimentation n'est pas suffisante, avec des déficits nutritionnels, mais sans forcément les autres caractéristiques de l'anorexie mentale, et qui sont associés à des états anxieux extrêmement importants et qui sont souvent associés à des troubles du spectre autistique. Ces troubles des conduites alimentaires, au-delà de leur définition, ont une expression clinique. Et si on en comprend l'expression clinique, on en comprend mieux l'étiologie et les manifestations, et donc on peut mieux comprendre le traitement. Les troubles des conduites alimentaires vont toujours associer des manifestations nutritionnelles, la dénutrition dans l'anorexie mentale ou les ARFID, les complications des vomissements et la malnutrition ou les complications des autres stratégies de contrôle de poids dans la boulimie, les complications du surpoids ou de l'obésité dans l'hyperphagie boulimique, associées dans tous les cas à des symptômes ou des comorbidités psychiatriques et des conséquences qui sont extrêmement importantes sur l'insertion sociale. En conséquence, ces troubles ont une morbidité somatique et psychiatrique importante, ils occasionnent une souffrance individuelle et familiale, une désinsertion sociale, ils sont responsables de surmortalité, mais l'on sait qu'une intervention précoce et adaptée va permettre de lutter contre ces conséquences et même d'arriver, on y reviendra dans certaines situations, à une guérison et ou, dans les autres situations, une amélioration. Mais pour cela, il faut qu'une filière de soins adaptée, qui soit adaptée à l'âge des sujets, graduée en intensité et transdisciplinaire et coordonnée entre les praticiens, puisse être développée. Ces troubles psychiatriques, ils sont associés le plus souvent à des comorbidités avec les autres troubles psychiatriques. Ces comorbidités, parfois, elles sont antérieures, parfois elles sont simultanées ou parfois elles sont postérieures. Ce que l'on sait, c'est que la présence d'une comorbidité va favoriser au cours de la vie des sujets le passage d'une forme à une autre de troubles des conduites alimentaires. Une jeune fille peut présenter une anorexie dans son adolescence, passer à une boulimie, puis ultérieurement à une hyperphagie boulimique. Ou parfois, elle ne présentera qu'un de ces troubles et elle passera, par exemple, de l'anorexie directement à l'hyperphagie ou de la boulimie directement à l'hyperphagie boulimique. Toujours est-il que le développement d'un trouble des conduites alimentaires
qui va se passer le plus souvent dans l'enfance, l'adolescence, va venir interférer avec le développement de la personne, de l'individu, avec sa maturation, les processus de séparation, d'individuation et d'autonomisation. Et l'interruption de ces processus vont compromettre tout le développement de la personne. Développement cérébral, développement et croissance physique, mais aussi développement de l'insertion sociale, de l'interaction avec les pairs, des processus d'autonomisation financière. Et ces processus cette interférence va être d'autant plus importante que la durée des troubles est importante. Et aujourd'hui, on parle de neuroprogression et on sait que plus l'intensité des troubles est importante et plus leur durée est importante, plus les conséquences cérébrales risquent d'être délétères et permanentes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces troubles sur le plan clinique ? Sur le plan clinique, si je prends l'anorexie ou les ARFID, excusez-moi, il y a une faute de frappe, eh bien, il y a une diminution des apports alimentaires. Elle est volontaire ou involontaire selon les cas. Elle va causer de la dénutrition. Cette dénutrition, elle va causer des symptômes. Ces symptômes, ils ont été observés chez des objecteurs de conscience que l'on avait affamés. Durant les années 40, un physiologiste a choisi de pouvoir faire des expériences pour savoir comment renutrir les gens qui étaient très dénutris après les camps de prisonniers durant les guerres. Dans les années 40, vous savez qu'il y avait la guerre en Europe, la guerre au niveau du Japon, et on savait très bien quand il y avait des prisonniers, généralement, quand on les libérait, eh bien, on leur donnait à manger, et du fait du syndrome de renutrition inappropriée, il y avait une mortalité extrêmement importante. Ce physiologiste, qui s'appelait Keyes, a fait le choix de proposer à des objecteurs de conscience de perdre 50% de leur poids de leur corps, et ensuite de leur proposer différentes stratégies de renutrition. C'était un clinicien qui observait. Il observait beaucoup, et il a observé. Ce qu'il a observé, c'est que les personnes, quand elles étaient dénutries, c'est qu'elles triaient beaucoup leur alimentation. Elles avaient des rituels quand elles mangeaient. Elles étaient obsédées par les recettes. Elles collectionnaient les recettes. Parfois, elles allaient fouiller dans les poubelles. Elles avaient une hyperactivité physique. Elles avaient des troubles du sommeil. C'était des hommes, mais je dis ces personnes. Et puis, ils avaient des complications, bien sûr, au niveau somatique, liées à la dénutrition. Ces symptômes que je vous décris, avec les obsessions alimentaires, le fait d'avoir une hyperactivité, le fait d'avoir des troubles du sommeil, le fait d'être extrêmement anxieux, sont des symptômes qui sont rencontrés dans l'anorexie mentale et dans les états de dénutrition. Et donc, on a su par les nutritionnistes que ces symptômes que les psychiatres avaient considérés comme pathognomoniques de l'anorexie mentale étaient en fait des symptômes de dénutrition. D'où l'intérêt de travailler en trans ou en pluridisciplinaire. Toutes les complications somatiques de la dénutrition se voient sur tous les organes. Et elles se voient aussi en particulier sur tout ce qui est croissance chez les jeunes, et puis les conséquences osseuses au niveau de l'ostéoporose, et des conséquences sur la fertilité, mais aussi sur l'état dentaire. Mais la dénutrition, elle cause aussi des symptômes psychiques, anxieux, dépressifs, rigidité. Et puis apparaissent des symptômes avec des conduites qui sont associées, comme l'hyperactivité, les vomissements, la potomanie, parfois le méricisme, qui est la rumination, ou des phénomènes d'obsession avec des trichotillomanies, s'arracher les cheveux, et des perturbations aussi dans le domaine relationnel, familial, des adaptations sociales. Et puis, la clinique, l'état clinique des patients va dépendre de leur âge. Les symptômes ne sont pas les mêmes si on a 8 ans que si on a 20 ans, de la durée d'évolution, parce que les complications sont beaucoup plus importantes, et de l'intensité des symptômes. Sans qu'on sache exactement pourquoi, il y a des formes légères, entre guillemets, qui vont être assez passagères et peu graves sur le plan somatique, et des formes qui vont amener une personne à mettre sa vie en danger, à atteindre un IMC de 10, 8 ou 9 parfois. Et ces situations qui sont extrêmement différentes, on ne sait pas exactement pourquoi aujourd'hui, mais elles créent une clinique assez différente et donc des réponses thérapeutiques différentes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant de déclencher ces troubles, les personnes ont une histoire développementale, une trajectoire de développement qui dépend de qui ils sont sur le plan génétique, biologique et social, de leur interaction, de leur personnalité, des comorbidités potentielles qui existaient avant, de l'impulsivité qu'il y a avec un risque suicidaire plus ou moins important. Pour certains, il y a des histoires d'abus, de traumatismes, qui ne sont pas plus fréquents que dans les autres troubles psychiatriques, mais qui sont associés à des formes graves. Et puis parfois, il y a des antécédents familiaux ou psychiatriques, ou des antécédents de troubles et conduites alimentaires, mais pas toujours. Donc on voit qu'on a comme ça des tableaux qui sont des états cliniques globaux, qui sont extrêmement complexes, et qui forment une espèce de chimère. Et cette chimère, elle est extrêmement différente d'un individu à un autre. En conséquence, cette chimère, on ne peut pas la dresser pour le traitement de la même façon exactement d'un sujet à un autre. Il faut individualiser les préconisations et les soins qu'on va proposer.
La boulimie, elle a été décrite en 1979. Son nom est particulier quand même, parce que ça veut dire faim de bœuf au niveau étymologique. Donc ce sont des épisodes, je l'ai dit, de crise de boulimie et de vomissement. Cet état de la boulimie nerveuse, elle est souvent associée à une honte des personnes qui en souffrent, une difficulté d'en parler. J'ai mis cette photo de la princesse Diana parce qu'elle a fait un coming out à un moment donné, elle a parlé de ses troubles. Et parler de ses troubles, quand les personnes sont célèbres, ça occasionne le fait que tout à coup, la population en général se rend compte que même des personnes qui sont socialement dans une position enviable peuvent souffrir de troubles mentaux. Et ça déstigmatise ces troubles. Et ce qu'il a été observé à l'époque, c'est qu'il y a eu une augmentation de la demande de soins pour boulimie au Royaume-Uni. Ça a été identifié par l'Observatoire de médecine générale au Royaume-Uni. Donc vous voyez ces positionnements, le fait d'en parler, le fait de communiquer dans une journée comme le 2 juin par exemple, c'est extrêmement important pour que les personnes puissent arriver aux soins. L'hyperphagie boulimique, décrite beaucoup plus tard, je vous dis très schématiquement, des crises de boulimie mais sans stratégie de contrôle de poids et un lien important avec l'obésité. On sait que les personnes qui demandent une chirurgie bariatrique souffrent de ce trouble dans 30 à 40% des cas. Alors, je ne vais pas refaire en détail la clinique, puisque vous avez compris le principe, mais on peut avoir le même raisonnement clinique. On a des crises de boulimie de fréquence variable, des symptômes liés aux stratégies de contrôle de poids ou l'absence de stratégie de contrôle de poids avec une prise de poids, des complications somatiques liées à l'état nutritionnel et ou aux stratégies de contrôle de poids, des symptômes anxieux et dépressifs, des conduites associées, des conséquences familiales et relationnelles, des facteurs qui influencent la trajectoire développementale et un état clinique global. Alors ça, c'est le signe classique décrit par Russell de gens qui vomissent beaucoup. Une autre chose importante dans la boulimie et dans l'anorexie, c'est la dysmorphophobie. Je vous invite à regarder ce petit film, on ne va pas le regarder aujourd'hui, mais qui est extrêmement, je dirais, qui exprime très bien ce que c'est que la dysmorphophobie et ce que vivent les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires et qui ressentent cette perception extrêmement négative de leur corps. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui à partir des données épidémiologiques sur ces troubles ? Ce que l'on sait, c'est que finalement, celui qui est le plus mortel, le plus grave, et que tout le monde connaît, puisqu'on le connaît depuis le 19e siècle, l'anorexie mentale, c'est le moins fréquent. D'accord ? C'est celui qui touche le plus souvent les jeunes femmes. La boulimie, c'est 1 à 2% des jeunes femmes aussi, mais c'est un peu plus fréquent. L'hyperphagie boulimique, le sex ratio est beaucoup plus en faveur des hommes, puisque c'est 1 sur 4 à 1 sur 2 selon les études, mais c'est beaucoup plus fréquent et c'est 3 à 5% de la population. On sait que la définition élargie des troubles, c'est 5 à 10% de la population. Et ces chiffres que vous voyez actuellement sur les populations étudiantes de 20% de personnes qui souffriraient de troubles des conduites alimentaires, c'est les situations de perturbation du comportement alimentaire, c'est-à-dire des situations à risque. En fait, on a plus de 900 000 personnes qui souffriraient de troubles des conduites alimentaires sévères en France, si on appuie sur ces estimations et les chiffres de l'INSEE pour la population des 12-35 ans. 50% des formes sévères seulement sont soignées et 20% des formes partielles accèdent aux soins. Si on considère les perturbations alimentaires, c'est 13 millions de personnes en France. Donc vous voyez ce trouble qui avance un peu masqué, il est finalement extrêmement fréquent et il touche beaucoup de personnes. On sait que simplement des perturbations du comportement alimentaire à l'adolescence, c'est un facteur de risque de troubles psychiques, de troubles physiques et un facteur de risque aussi de problèmes d'insertion sociale à l'âge adulte. Ça a été montré par de nombreuses études, d'où l'importance de les repérer et de les prendre en charge. L'anorexie mentale, ce que j'en dirais, c'est que c'est celle qui commence le plus tôt. Plus les troubles sont restrictifs, plus ils commencent tôt. Tous ces troubles sont des troubles chroniques, en fonction des études de 1,7 ans d'évolution en population générale à 4 ans en population clinique. Il y a une erreur, excusez-moi, sur mon diaporama. La mortalité est extrêmement importante. Elle est d'autant plus importante que la durée des troubles est importante. L'anorexie mentale, on dit que c'est l'un des troubles psychiatriques ayant le plus haut taux de mortalité à cause des complications somatiques et du risque suicidaire. Ça, c'est une étude qu'on avait fait en population française à partir de l'étude Escapade et qui montre que l'incidence augmente entre 12 et 16 ans. Pour l'anorexie mentale. Pour la boulimie, même chose, trouble chronique, avec une durée d'évolution assez longue, 8 ans en moyenne en population générale, un surrisque de mortalité de l'ordre de 2 fois celui de la population générale, lié à des complications somatiques et un risque suicidaire. Pour l'hyperphagie boulimique, on le connaît depuis moins longtemps, moins de données, mais on sait que c'est associé à des troubles psychiatriques et qu'il y a des conséquences en termes d'obésité et de mortalité et de surpoids. En conséquence, on peut imaginer qu'il y a une surmortalité. Alors, mais tout ça, à quoi sont dus ces troubles ?
Il y a un super rapport du Sénat, puisqu'on avait une proposition de loi pour lutter contre l'anorexie, qui a été transformée comme lutter contre la maigreur extrême, qui disait en conclusion, il y a un modèle éthiopathogénique par praticien. Alors, pourquoi on est dans cette situation ? Parce qu'en fait, il y a une diversité des angles d'abord. Je vais vous proposer, là où on en est aujourd'hui, de la compréhension de ces troubles. Vous proposez un modèle qui, en fait, est un modèle biopsychosocial. On sait aujourd'hui, je vous l'ai montré au début de mon intervention, qu'il y a un lien très fort entre stress et alimentation. Le stress met en jeu les capacités adaptatives de l'individu, qui donc, ces capacités adaptatives reposent sur l'hérédité, l'expérience précoce et les histoires développementales. On sait que dans notre corps s'inscrit très tôt le stress. On sait que des expériences précoces, traumatisantes ou de stress important vont s'inscrire et se manifester tout au cours de notre vie. On sait par exemple que les enfants qui subissent des naissances difficiles par forceps vont, quand on les vaccine, pleurer plus longtemps que des enfants qui ont une naissance normale. Et ils auront des sécrétions de cortisol beaucoup plus importantes. Donc vous voyez, tout ça va, je dirais, au fil de développement de la personne, s'inscrire et faire des couches successives qui nous rendent de plus en plus potentiellement sensibles au stress. Nous savons que nous avons, au niveau physiologique, une homéostasie. L'homéostasie, c'est les principes de régulation de l'organisme qui font que notre organisme, au niveau des liquides de l'organisme, sont constants en termes de régulation. Notre potassium est régulé, notre sodium est régulé, et on sait que cet équilibre est dynamique. C'est un équilibre qui, par comparaison, a été utilisé pour parler d'homéostasie psychique. Nous savons que chacun d'entre nous, nous avons une zone de confort de fonctionnement. Et quand nous quittons cette zone de confort, parce que nous sommes stressés, nous trouvons des moyens pour pouvoir retrouver cet équilibre. C'est un équilibre dynamique. Certains vont aller courir, ça leur fait du bien. D'autres vont écouter de la musique. D'autres vont parler avec des amis. D'autres vont manger ou arrêter de manger. Du fait de leur trajectoire développementale et de leur histoire. Et ils vont ou manger trop ou pas assez. Et comme ce lien à l'alimentation va les soulager de quelque chose, eh bien, ils vont avoir recours à cette solution. Et ça va faire entrer les personnes dans un processus qu'on peut qualifier de processus potentiellement addictif. Ces troubles des conduites alimentaires, on les comprend aujourd'hui comme des phénomènes qui sont des phénomènes développementaux, qui reposent sur des trajectoires de vulnérabilité liées à de nombreux facteurs de risque, qui sont génétiques, environnementaux, interactionnels, à la faveur d'un moment, et en particulier de la puberté, en tout cas d'un déséquilibre, d'événements de vie stressants, ou même d'un régime particulier, ou de la survenue d'un trouble psychiatrique, va se déclencher ce trouble, cette perte d'équilibre. Le sujet va alors rentrer dans un processus adaptatif avec une trajectoire de pérennisation, où le trouble des conduites alimentaires le fait entrer dans un processus qui est un cercle vicieux et un cercle qu'on peut qualifier d'addictif. Les différentes composantes en fonction de la restriction ou de la crise de boulimie font que les composantes de ce cercle vicieux sont différentes. Mais quand le sujet est pris et qu'il arrive au milieu de cette tourmente, eh bien, il ne peut plus s'en sortir puisqu'il est piégé, en fait, comme dans beaucoup d'addictions. Alors, comment on va accompagner ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, moi, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Parce que vous allez tous être médecins, dans des disciplines différentes, mais vous allez tous rencontrer des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Et vous devez donc participer à ce dépistage et cette prise en charge. Parce que chacun des troubles dont je vous ai parlé retentit sur chacun de nos organes et sur leur fonctionnement. Donc vous aurez affaire dans votre pratique, quelle que soit votre spécialité, à des personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires. Il va donc falloir pouvoir les accompagner, les orienter et les soigner. Il va falloir prendre en compte chacun de ces éléments en proposant sur l'état clinique global et au cours de leur évolution, proposer des soins psy, des soins somatiques, des soins nutritionnels, un accompagnement familial et social coordonné. Mais vous avez déjà vu un psychiatre qui parle à un nutritionniste ou qui parle à un diététicien, on ne parle pas la même langue. Donc il faut qu'on puisse se parler et apprendre à se parler, parce que sinon les familles et les patients sont au milieu. Et ce qui se passe, c'est chacun parle de son centre d'intérêt, propose même parfois des choses qui sont contradictoires, et on construit un projet de soins qui est une tour de Babel. Donc ça, il faut en avoir conscience pour les personnes. Il faut que nous apprenions à travailler en pluri, en inter et en transdisciplinaire. Les troubles des conduites alimentaires sont très peu détectés, je vous l'ai dit. Et en plus, ils commencent souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais vont continuer en termes d'évolution sur plusieurs années. Vous savez que notre système de soins, il est organisé pour les enfants d'un côté et pour les adultes de l'autre. Et il y a quelque chose de redoutable pour les maladies chroniques, c'est la transition entre l'adolescence
et l'âge adulte. Ça aussi, il va falloir le travailler. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Un bilan avec un suivi somatique et nutritionnel, organiser un rééquilibrage nutritionnel et traiter les complications somatiques, faire un bilan et un suivi psychosocial avec toutes les évaluations psychiatriques nécessaires, mettre en place des soins de psychothérapie, plus ou moins de psychotropes, et graduer les soins en fonction du besoin, du plus aigu au plus chronique. Tout ça, il va falloir le faire. En tant que médecin, quand vous serez aux urgences, vous pouvez tous être confrontés aux situations d'urgence vitale. Je vous conseille de regarder cette fiche qui est dans les recommandations et qui va pointer 3 risques vitaux, je dirais. Le risque autour du risque suicidaire, qu'il ne faut pas négliger, et les risques autour des risques métaboliques. L'hypokaliémie, il ne faut pas oublier que ça ne prévient pas, l'hyponatrémie, l'hypophosphorémie lors de la renutrition, et les troubles du rythme qui sont liés aux dénutritions importantes. Si vous ne connaissez déjà que ça, c'est-à-dire les urgences, ce sera déjà important, et je vous conseille de bien regarder cette fiche. Par ailleurs, il y a des recommandations qui sont disponibles, qui sont faites avec l'HAS, aussi bien sur l'anorexie que sur la boulimie. Les recommandations, et ça c'est un clin d'œil à notre collègue anglaise, elles sont différentes d'un pays à un autre. Les psychothérapies, elles sont proposées dans l'anorexie. Il y a un consensus international sur le fait que la thérapie familiale est la thérapie ayant fait le plus la preuve de son efficacité dans le traitement des adolescents souffrant d'anorexie mentale. Pour les autres thérapies, les thérapies individuelles en particulier, on fait des recommandations qui sont à consensus d'experts. En France, les thérapies qui sont le plus disponibles sont les thérapies psychodynamiques. En Angleterre, ça n'est pas le cas. En Angleterre, les recommandations, alors ça c'est pour montrer le consensus sur les thérapies familiales, vous dire qu'on a fait aussi de la recherche en France sur l'apport des thérapies familiales, et vous dire qu'en Angleterre, les thérapies individuelles qui sont recommandées sont autres. Ce sont les thérapies comportementales ou des programmes qui ont été développés en particulier pour les adultes, mais qu'on a le même consensus autour des recommandations pour la thérapie familiale. Alors pour les médicaments, il n'y en a pas dans l'anorexie mentale. On peut prescrire des médicaments, des psychotropes pour les troubles associés, mais pas de traitement spécifique de l'anorexie mentale. Pour la boulimie, des recommandations aussi. Et je vous invite à regarder, il y en a pour chaque discipline ou quelques disciplines. Les aspects gynécologiques, les HP pour le chirurgien dentiste, les urgences. Et si vous pouvez les diffuser, ces fiches aussi, quand vous passerez dans les services, eh bien, je pense que c'est important. Les premiers traitements sont aussi pour la boulimie, l'hyperphagie boulimique, les thérapies, avec les thérapies cognitivo-comportementales qui sont celles qui ont fait le plus preuve de leur efficacité. Et on dispose aussi d'un traitement médicamenteux qui sont les inhibiteurs de recapture de la sérotonine qui peuvent aider pour baisser la fréquence des troubles. Le topiramate n'est qu'une prescription d'hyperspécialistes. Alors, un dernier mot et je vais arriver à ma conclusion. Il est important de développer des filières de soins spécialisées qui soient pluridisciplinaires et transdisciplinaires pour ces patients. Dans la littérature, on voit que les pays qui l'ont fait montrent entre des corps de patients qui sont évalués avant le développement de ces centres spécialisés ou après, une baisse de la mortalité. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle la Fédération française d'anorexie-boulimie, qui se bat pour développer ces approches spécialisées et qui travaille pour développer cette offre de soins en France. Si un jour vous avez une difficulté, si vous rencontrez un patient et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez appeler cette ligne de téléphone. Le jeudi, il y a des médecins qui pourront répondre et vous donner un conseil. Et vous pouvez donner ce numéro aux patients et aux familles pour une orientation. Il y a un annuaire à votre disposition. Et si vous voulez lire des témoignages, je trouve qu'on apprend beaucoup sur les témoignages de personnes qui ont souffert de ces troubles. Vous pouvez vous former à un DU, évidemment. Et puis, ce qui est le plus fort, si j'ai encore 3 minutes et si ça marche sur le plan technique, je peux vous proposer un témoignage autour d'un slam qui a été fait, qui dure, je crois, 3 minutes, et qui est le témoignage d'une personne qui a été réalisée dans un atelier thérapeutique. Alors, il faut que je demande si au niveau de la technique, ça va passer. On peut essayer ? Monsieur de la technique. Voilà, alors je vais essayer. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on y voit toute la progression du trouble, l'incompréhension de l'extérieur et le progrès vers la guérison d'un trouble qui est très long. Alors, j'essaie de lancer. J'ai pas le son. Il se défile, mais il n'y a pas le son. Bon. Je ne l'ai pas. Alors, si je ne l'ai pas, on peut retourner aux paroles et je peux vous les laisser lire. C'est moins bien qu'avec le son. Mais voilà. Je vous inviterai à le lire. C'est un parcours qui raconte vraiment toute la parcours et l'incompréhension des personnes où on pense...
Il fallait juste augmenter le volume. Moi, je veux bien essayer, mais je ne crois pas. Je suis ouverte à toute expérience parce que je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. Je vais regarder mon son au milieu. Là. Alors après, je peux faire un truc un peu pirate. C'est-à-dire, je peux enlever la connexion. Non. Et comme ça, vous l'entendez de mon ordinateur? Non, ça ne fera pas. Même ça, c'est interdit. Bon. Ben, écoutez, je suis désolée. On n'est pas aidé par la technique aujourd'hui, mais ça arrive. Alors, je remets le texte et je vous remercie de votre attention. Je vous l'avais dit comment l'approche, et elle le dit dès le départ avec beaucoup d'humilité, en fait, c'est un modèle. Je dirais même que c'est une façon de penser. C'est une façon de penser autrement, avec les autres, et c'est pour ça que c'est très proche d'une réflexion éthique, puisque c'est le développement de la personne, et surtout, c'est comment répondre à, donc d'être médecin, pour essayer de traiter, de guérir, etc., mais surtout, c'est, en définitive, d'être soucieux de ne pas passer à côté de signes particuliers que la personne ne dirait pas, parce qu'elle a honte, parce que, etc. Et donc, et ce sera ma première question, est-ce qu'il y a des techniques qui sont peut-être d'engager la personne pour qu'elle se confie, qu'elle aille au-delà, parce que c'est pas si simple que ça. La personne peut vous rencontrer, certes, quand elle vient à l'hôpital, dans un service spécialisé, mais quand on est médecin installé, comment poser la question en définitive de manière à asseoir un doute, une approche? Il est difficile, on n'a pas le temps dans la consultation, malheureusement, de faire tout ce qu'il faut. Nous sommes à un moment de prévention, c'est-à-dire comment, en définitive, repérer, quel repérage pourrait éventuellement être effectué. Est-ce qu'éventuellement, vous avez déjà travaillé là-dessus? Je sais que c'est très difficile, mais c'est d'autant plus utile pour des personnes qui vont s'installer ou qui vont être dans des spécialités autres, qui ont un autre discours, un autre vocabulaire et d'autres schèmes de pensée. Alors, vous avez plusieurs questions dans votre question. C'est une question à tiroir. Je dirais que quand les gens viennent nous rencontrer, c'est que ou eux ont une demande ou leurs parents ont une demande. Parce que moi, je travaille avec des adolescents. Et qu'il faut pouvoir travailler autour de cette demande et pouvoir tisser une alliance. Alors, quand ce sont les personnes elles-mêmes qui ont une demande, c'est plus facile d'arriver à trouver une motivation pour arriver à comprendre ce qui se passe. Quand on est face à un adolescent dont c'est les parents qui ont une demande, il va falloir aussi rencontrer l'adolescent et le rencontrer pour voir et analyser avec lui comment on pourrait réussir à changer les choses sur quelque chose qui est important pour lui. Ça, c'est engager le soin. Je dirais qu'effectivement, toutes ces pathologies-là, alors pour ce qui est de l'anorexie mentale, il y a souvent ou un déni des troubles ou pas une envie de changer. Pour la boulimie ou l'hyperphagie boulimique, souvent, il y a une énorme souffrance, mais une difficulté à en parler. Donc, on est face à deux situations différentes en termes d'approche. Après, pour votre question concernant la prévention, on est dans une époque autour de la prévention. Il y a des questions de prévention primaire pour moi, il y a des questions de prévention secondaire avec le repérage précoce. Moi qui suis soignante, la prévention primaire, je pense qu'elle peut être intéressante parce qu'elle peut concerner tous les troubles psychiques, à mon avis, et les troubles nutritionnels, et elle peut être faite par, je dirais, précocement avec des programmes qui ont pu être créés ou différentes choses, mais en tant que soignante, moi, ce que j'aimerais qu'on puisse développer, c'est vraiment le repérage précoce. Parce qu'aujourd'hui, les gens arrivent aux soins très, très tardivement. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que l'information, c'est pour ça qu'on a développé la journée du 2 juin, par exemple, l'information, la formation, comme on le fait aujourd'hui, de nos collègues, en formation initiale, la formation continue aussi, et puis la déstigmatisation autour des troubles. Et quand je parlais tout à l'heure de la princesse Diana, je trouve que c'est un exemple extrêmement important, c'est d'amener aussi des personnes touchées par ces troubles, mais qui sont en position médiatique, en position de vue sur les réseaux sociaux, et on travaille avec les gens des réseaux sociaux, à en parler et à aider à trouver les voies d'entrée dans le soin. Parce qu'une autre difficulté, c'est que ces voies d'entrée, elles ne sont pas claires pour tout le monde, elles ne sont pas faciles à repérer. J'ai une deuxième question à vous poser.
on voit que l'aspect social, dans les 3 catégories, en définitive, c'est la désinsertion qui aboutit. Est-ce que vous avez travaillé avec les sociologues pour que un certain nombre d'adolescents, un certain nombre d'adultes ayant des difficultés se retrouvent justement dans cette fameuse filière, car la cause étant enfin trouvée, étant parmi les causes addictives. Ça, c'est mon premier point pour élargir dans la filière et pour que réellement il y ait une transdisciplinarité qui soit complète. Et pour qu'elle soit complète, je pose même l'autre question de la culture. Vous avez dit que les différents modèles, les différents traitements sont dépendants des cultures. Or, en France, il faut le dire, nous sommes polyculturels. Donc, comment faites-vous? Est-ce que vous travaillez avec des anthropologues, avec des sociologues? Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce que dans les futures approches de prévention, vous ne penseriez pas qu'il serait important que les psychologues, certes, les sociologues, vous renvoient éventuellement un certain nombre de personnes se retrouvant dans la désinsertion sociale ou ayant des difficultés? Alors, travailler avec les sociologues, il y en a quelques-uns. Il y a Muriel Darmon qui avait fait un premier travail qui est publié. On va accueillir, nous, une sociologue qui va venir dans notre équipe parce qu'elle s'intéresse aux trajectoires et aux parcours géographiques. Il y a l'équipe de Marie-Rose Moreau qui travaille beaucoup sur transculturel et des conduites alimentaires. Bien sûr. Et la dernière partie de votre question, c'est la désinsertion. Alors, je pense qu'on a trop longtemps dit, par exemple pour l'anorexie mentale, qu'elle touchait les classes sociales favorisées, ce qui fait qu'on a empêché que des personnes qui n'étaient pas dans les représentations classiques de la pathologie accèdent aux soins. Or, on sait que les personnes qui ont subi des maltraitances, des violences, peuvent se retrouver, par exemple, dans les filières ASE, souffrent souvent de troubles des conduites alimentaires et sont insuffisamment prises en charge. Nous devons avancer, c'est difficile, parce que c'est un puits de science, et surtout ce que vous montrez, c'est qu'il y a de la recherche en psychiatrie, en pédopsychiatrie en particulier, et que cette recherche clinique est particulièrement importante, et qu'on peut en déduire des schémas, des approches, et accepter la diversité des situations. En tout cas, merci, c'est un grand plaisir. Mais nous continuons maintenant. We are giving... Oh, hello. How are you? I hope it is possible to listen you. Yes? Oh. Okay. You start. Thank you very much. Thank you. Thank you again for the opportunity to speak today. And thank you to Professor Goddard for her excellent presentation. So I will be picking up on some of the themes that she outlined, but I'm going to be focusing on the psychology of eating and the implications of understanding the psychological processes involved in eating for understanding disordered eating. So in overview, I'm going to present the idea that food intake and food choices are underpinned by important psychological processes that include reward, inhibition, and interoception. And I'll go into what I mean exactly by these processes shortly. But I'm going to present the idea that these processes become disrupted, and this can lead to different forms of disordered eating. So by disordered eating, we can think of these as patterns of behavior that are deviations from normal patterns, but are not necessarily meeting all of the criteria for a clinical diagnosis of an eating disorder. And the prevalence of disordered eating is very high in the general population. And of course, it's important to study disordered eating because some forms are associated with obesity, such as binge-like eating. And we've heard a little bit about that already today. And of course, some forms of disordered eating may eventually develop into a diagnosed eating disorder.
And we've heard already about the importance of studying eating disorders due to their profound effects on quality of life, and also the mortality associated with particularly anorexia nervosa, as we've heard. And of course, we know that obesity, which is excessive fat accumulation that is presenting a risk to health, is also on the rise in various countries across the globe, including France. And so, in order to understand more about both disordered eating and eating disorders, we can look to trying to think about the controls of appetite. So what are the factors that determine what we eat and how much we eat? So we know for a long time that there are important homeostatic controls of appetite that relate to the ingestion of food and also the storage of energy. So various different hormones that are released as we consume food and that are related to fat stores are sending signals to the brain about the nutritional state of the body, and this is then feeding back to influence food intake. Of course, we also know that we don't always just eat when we're hungry or stop eating when we're full. And so it's also the case that in addition to these homeostatic influences on appetite, there are also important psychological processes. And so here we can think about the idea of eating for pleasure, but also the idea of eating in line with certain long-term goals that we might have, and this might therefore involve some forms of cognitive control. And also the ability that we have in order to respond to these signals that we have from the body about our nutritional state involves some kind of further processing and integration in order for us to be able to act on those signals. And so what I'm going to then delve into a little bit more is the role of these psychological processes in forms of disordered eating. But that's not to say that they're acting alone. So we can conceptualize then overall that appetite is affected by important interactions between these different processes. So homeostatic signals are going to be interacting with reward systems and also cognitive control systems, ultimately to influence appetite in an integrated way. So we know that the brain is clearly going to be very important in disordered eating and in eating disorders. And we know this from various genetic studies that have identified that genetic variants that are associated, for example, here with anorexia nervosa, are enriched in the central nervous system. And that's also true if we look to genetic variants that's associated with obesity. So here you can see in this particular figure that the neuronal cell types that are enriched for BMI heritability are in fact found in areas of the brain that are associated with higher cognitive functions. So if we want to think then about how these genetic variants are linking ultimately to changes in eating behavior, of course, that's not a simple story. And so we will know that there's a pathway from genes to ultimately symptoms and syndromes that's occurring via changes in pathways such as neural systems and also cognitive systems. And so that gives us the possibility of studying these intermediate phenotypes in order to try and find, to gain more insight into what might be happening in disordered eating. Not forgetting, of course, that there are important gene-environment interactions, as we've already heard from Professor Goddard, such that it's the genetic predisposition that is interacting with various environmental factors, ultimately to determine whether or not somebody develops a disorder or not.
So we can think then about an overall model here where we have genetic susceptibility that is leading to different phenotypes interacting with the environment and ultimately then resulting in disordered eating. And what I'd like to do now then is to highlight 3 particular phenotypes that have been quite well studied in relation to disordered eating. These are not the only phenotypes, and we've heard already about the importance of emotional eating, but I'm using these just as examples to highlight the role of psychological factors. So taking first of all then reward variability as a phenotype. If we're thinking about food reward, then really what we're talking about here is the subjective feelings that are associated with the consumption of food, and also our responses to food-related stimuli that are reinforcing. And according to the influential model of Berridge, food reward and other types of reward can be divided up into core psychological processes of liking and wanting. And so we can think of liking here then as the pleasure that we associate with consuming tasty foods, whereas wanting is more the desire or the motivation to obtain those tasty food items. And it's been argued then that these processes of liking and wanting are underpinned in the brain by different neural substrates, and dopamine systems, reward systems being important for food wanting, whereas liking may be more dependent upon more basic emotional systems in the brain related to brainstem opioid functioning. So, of course, we can think about how then, if people are varying in how they respond to food rewards, how this would relate to disordered eating. And so overeating could be underpinned then by either somebody experiencing enhanced liking for tasty foods on the one hand, or enhanced wanting, which may be expressed as a very strong desire or cravings for foods. And there's some evidence to suggest that indeed wanting may have an important role to play here. And this is supported by studies that have looked at neuroreactivity when people are presented with food stimuli. And that has highlighted that regions that are involved in wanting, particularly in the motivation to obtain foods, these regions of the brain show enhanced reactivity in response to food stimuli in participants who have obesity. And particular areas that have been highlighted include the orbital frontal cortex, insula, and the striatum. So this is also then, of course, expressed in behaviour, and I've just highlighted here one particular study that looked at reactivity to food cues in participants who were either overweight or normal weight. And what they did is they exposed participants to both the sight and the smell of a tasty pizza, and measured their reactivity to that stimulus in terms of how much they were salivating in anticipation of consuming that food. And you can see here in this figure then that if the salivation levels were compared before exposure and after exposure, there was much greater amount of salivation occurring after the exposure in the overweight compared to the normal weight participants, supporting this idea of enhanced reactivity to food cues in people who have overweight. And that has also been linked to activity in dopamine reward systems, in this case in binge eating disorder. So what I've presented here are the results of a study that used a particular brain imaging technique that allows a visualization of dopamine receptors in the brain. So this is a positron emission tomography study. And what happened in this study was that either binge eaters or non-binge eaters were exposed to either neutral cues or food cues, either when they'd been given a placebo or when they were given methylphenidate in order to stimulate release of dopamine in the brain.
And what is depicted here is that in the participants who had binge eating disorder under these conditions of enhanced dopamine transmission, when they were exposed to the food pictures, the results showed that they had were consistent with the idea that they had enhanced release of dopamine in brain reward areas. And this enhanced dopamine release was actually correlated with a measure of the severity of their binge eating. So this is supporting this idea that maybe enhanced reactivity in systems in the brain associated with food wanting are underlying binge eating and excessive consumption. So then if we turn to restrictive types of disordered eating, and in this case, I've picked out a study that looked at a measure of wanting for foods in anorexia nervosa. In this study, the participants were asked to rate explicitly their desire to eat various different foods, which included high calorie and low calorie foods. And what you can see in this picture here is that in healthy control participants, the response to the high calorie foods was much greater than the low calorie foods in terms of the wanting, but this was actually flipped in patients who had current anorexia nervosa and also in those who had become weight restored, suggesting here that they actually had reduced wanting for these high calorie foods. And indeed, it may be the case that rather than having a positive response to food rewards in anorexia nervosa, that it may be that what happens over time is that there is an anxiety that develops towards food-related stimuli. And here you can see the results of a study which looked at measures of anxiety in this case, it was individuals who had recovered from anorexia nervosa and measured their response to dopamine release. And this was as a result of having been given amphetamine. And in contrast to the control participants that did not experience any change in anxiety as a result of this administration of amphetamine, the patients with anorexia nervosa actually experienced an increase in anxiety. And these and other data have led to various different models of how reward might be altered in anorexia nervosa. And so this is one model that I've presented here. And the thing to take away from this model is that there may be alterations in responses to reward that are occurring in anorexia nervosa that involve changes in the normal rewarding response, such that food-related stimuli may become less rewarding, but other stimuli related to the illness may actually become more rewarding. And this may serve to perpetuate the illness, as we've heard in part already earlier on from Professor Goddard. So to summarize then, if we're thinking about altered reward processing in disordered eating, enhanced responsiveness to food reward may be related to increased dopamine transmission, which contributes to overeating and binge type eating. And the opposite may be true for restrictive eating, which may be related to reduced responsiveness or even increased food aversion to food rewards, and that may also relate to changes in dopamine signaling. So turning then to the second phenotype, which is cognitive control. So cognitive control is an umbrella term that really summarizes our ability to be able to direct our behavior in accordance with our current goals and various other environmental demands. And it's underpinned by different executive functions. So these are higher level cognitive functions. And one of the executive functions that I'd like to highlight now is this idea of inhibitory control, which we can think about as our ability to inhibit automatic or prepotent responses.
And this is often measured in laboratory-based studies by tasks such as the food go, no-go task, where participants are asked to make a response when they see a certain object and then withhold a response when they see a different category of objects. So in this case, the participants might be asked to respond when they see a stationary item such as the scissors, and then withhold when they see the food item. And so we can then measure whether or not the participants are making errors. So are they still responding when they shouldn't be responding? Because that can give us an idea of their ability to inhibit these prepotent responses. And so there's many studies that have looked at this inhibitory control ability in various different types of eating disorders. And what you can see here are the results of many different types of studies using different types of computer-based measures to measure inhibitory control. But ultimately, you can see that there's a very clear pattern which suggests that in bulimic type eating disorders, there is a tendency towards lower cognitive control. And this is also the case across a number of studies that have also looked at inhibitory control in individuals with obesity. So again, showing that that seems to be somewhat impaired in people who have obesity. So in terms of how then that's instantiated in terms of neural activity, so cognitive control is associated with activation in areas of the brain, including prefrontal areas, particularly the dorsolateral prefrontal cortex. And there are various studies now that have been done using fMRI that show that in binge eating type disorders and obesity, that activity in these areas is reduced in these disorders, consistent with this idea of reduced cognitive control. But it's probably the case that there's some interaction here with reward responsiveness. So it may be that overeating could result from a reduced ability to moderate response to reward in those individuals who have a tendency towards high reward responsiveness. And so in this figure here, what you can see, this is the results of a lab-based study that looked at the interaction between reward and inhibitory control in individuals with obesity, and related that to the amount that they actually ate in a taste test. And what you can see is that when there was low reward here, which is depicted as a low approach bias, it didn't matter whether they were high or low in inhibitory control, they ate the same. But those individuals who were high in responsivity towards rewards, when they also had low inhibitory control, they were actually eating a lot more compared to individuals who had high inhibitory control. So another way in which we can think about this interaction between reward and inhibition is our ability to wait for a delayed reward. And so this is usually measured in a task which looks at the value placed on delayed rewards. So most people do have a natural tendency to prefer an immediate versus delayed reward. And this can be measured by asking people about their preferences for whether or not they would prefer to have a particular monetary reward now or in a certain amount of time later. And what we can see is in these tasks, binge eating and obesity is associated with a much greater preference for immediate rewards. So it's likely then that what's happening here is that in binge eating disorder, there is this devaluation of a delayed reward. And what you can see here, the results of a study using this delayed discounting task. And just to sort of highlight then that what you can see is that if the curve in these results is a lot steeper, then this is pointing towards this preference for the immediate rewards, a more impulsive type of behavior, whereas the shallow curve
is pointing towards less impulsive behavior. And we did a study where we looked at the difference between lean individuals and individuals with obesity. And we found then that as the increase in the delay for the reward increased, so then was the value of that reward devalued, and there was this preference for the more immediate reward. So that's showing that relationship there with obesity. But that's also the case in binge spectrum disorders. And again, you can see here, this is the results of a meta-analysis, which is plotted then across various studies showing a preference for the immediate over the delayed rewards. And indeed, in anorexia nervosa, we see the opposite effect. So here there is a preference for the later reward. And so again, this is a consistent effect because it has been shown over a number of different studies. So a greater ability to exert inhibitory control in order to wait for this delayed reward. So to summarize then, enhanced responsiveness to food reward when combined with reduced cognitive control probably contributes to some forms of overeating and binge type eating, whereas reduced responsiveness to food reward combined with enhanced cognitive control is likely contributing and maintaining some restrictive forms of eating. So finally, then, I'd just like to briefly talk a little bit about interoception and how variability in interoception may contribute to disordered eating. So this, of course, is the integrated sense that we have of our own physiological condition, and describes really the ability for us to be able to use our bodily signals in order to guide behavior. And the insula has been identified as a region of the brain that is coordinating here this integration. So it's really about how we're using, say, the signals from the body that are telling us about our nutritional state in order to guide our appetite. And if we look then at how interoception is, how interoception varies across different types of disordered eating, we did a study where we looked at disordered eating and its relationship to interoception across the full spectrum, so including diagnosed eating disorders, but also subclinical disordered eating. And we found that there were many studies, including a number of reasonably high quality studies that actually supported the idea that interoception is in some way impaired in disordered eating and eating disorders. And so to pick out an example here then, and how that relates to activity in the insula in particular that I identified as being a coordinating hub. This was a study which looked at activations in the brain in patients with anorexia nervosa and how that was changed after a meal had been consumed. And in this study, the controls showed a much greater change in activity than the patients as a result of receiving all of these signals about having consumed the meal, suggesting then a lack of sensitivity to those signals in anorexia nervosa. And there's probably also some interaction here then with cognitive systems as well, because in order perhaps to be able to use these hunger and satiety cues in order to guide our behavior, we need to be able to pay attention to them. And so we did some studies where we looked at the relationship between inattentive symptoms in ADHD and different forms of disordered eating, and whether or not the relationship between inattentive symptoms and disordered eating was going through interoception. And so we know that ADHD is associated both with disordered eating and with obesity. But what we showed in this study here was that actually the inattentive symptoms were related to
awareness and reliance on hunger and satiety cues. So the more inattentive symptoms that were being experienced and this was a lab study where we were studying students in the lab. The more inattentive symptoms, then the less they were relying on the hunger and satiety cues, and this was then predicting both binge and restrictive eating. So therefore, I think the evidence is pointing us towards that a reduced ability to sense and process these bodily signals related to hunger and fullness are contributing to different forms of disordered eating. So I'll just finish then with summarising then that I presented some evidence here that disordered eating can result from alterations to the psychological processes that underlie food intake and food choice. And I've particularly highlighted the idea of responsiveness to food reward, how that might be increased in binge type eating and obesity and decreased in restrictive eating, anorexia nervosa. Then also cognitive control and how that might be decreased in binge eating and obesity and increased in restrictive eating. And then finally, interoception, which may be a factor that cuts across different types of disordered eating, resulting from an inability to process and use these hunger and satiety cues to guide our behaviour. And so just finally then leave you with the thought that one of the reasons why I think it's interesting and important to study these phenotypes and understand the psychology of disordered eating is that it could ultimately lead us to new forms of treatments for eating disorders. And I've just highlighted here some quite recent different types of therapy that have been developed really coming out of our understanding of these different types of phenotypes. So I will end there and thank you very much for your attention. Thank you for this excellent presentation. We have no time, unhappily, to discuss further, but we have one or two questions. Voulez-vous poser une première question, Nathalie, à Suzanne Hicks? Do you want? I have a question about the study you've done on ADHD. Were patients on medication or not? So in this particular study, we wanted to look at subclinical symptoms of ADHD for exactly that reason, because of course, if we're studying patient populations, then it's likely that that medication would be a confounding factor there. Okay. So in that particular study, we didn't actually have many people at all who were had a diagnosis and therefore very few who had medication. But we have done some other studies where we have recruited patients as well and controlled for the medication, because yes, I absolutely agree that that's an important factor there as well. But interestingly, of course, the medications that tend to be used for ADHD are now also being used in the treatment of binge eating disorder. So lisdexamfetamine, which was originally prescribed for the treatment of ADHD, is now also being used for the treatment of binge eating disorder in many countries. Okay, thank you. Thank you. I profit here the difference you do between pleasure pleasure and desire. It's a good difference, and you show to our students the importance of all these research, psychological research, clinical, psychological way to discuss, and with the clinics, it's a very important meeting. Thank you very much. Si vous voulez bien,
Nous sommes obligés, parce qu'il y a une prochaine conférence, d'ailleurs, qui est très importante, parce que c'est une conférence sur les fuites urinaires, surtout chez la femme. Et c'est extraordinairement difficile, parce que c'est rarement abordé, c'est rarement su, et c'est un problème social de première importance. Et dans les consultations, en grande partie de médecine générale, c'est rarement abordé, malheureusement. Ça fait partie des éléments de prévention qui conditionnent. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez rester, bien entendu. La prochaine fois, ce sera le 23 avril. Cela se fera sans vous, pour une fois, parce que l'amphithéâtre est pris, malheureusement, et nous serons dans une petite pièce. Mais je vous conseille fortement de suivre sur YouTube, bien entendu, car le titre est « Un exemple d'épidémie contrôlée ». Nous devons, après la Covid, de penser la prochaine épidémie. Nous devons aussi d'évaluer à la fois la Covid, nous l'avons fait dans certaines publications chez Dalloz en particulier, mais au-delà de cela, nous devons aussi voir les circonstances qu'ils font que la filière, on peut dire, l'interdisciplinarité, comment elle peut fonctionner. Donc, la variole du singe, c'est celle que nous verrons la prochaine fois, donc le 23 avril. Je vous remercie. Et si vous voulez bien, maintenant, on va contrôler vos présences, si vous voulez bien, avec Corto qui va se mettre dehors. Ici ? Ici. Bravo. Et pour voilà, for the two.